Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Agnès Rocancourt, je suis ingénieure à INRAE, à Nogent-sur-Vernisson et je suis heureuse de vous accueillir à ce webinaire. Donc nous allons les participants sont encore en train d'arriver, je vous propose d'attendre encore quelques minutes, le temps que le nombre d'inscrits se stabilise et heu et nous revenons ensuite pour commencer ce webinaire. Donc en attendant, je peux vous rappeler que la conférence d'aujourd'hui, dont vous avez le titre qui s'affiche, à l'écran, donc «Apprendre par la pratique la gestion adaptative», fait partie d'une série de 4 conférences, donc sur la thématique des équilibres forêt-cervidés. Donc l'objectif de ces conférences, est double en fait. Donc le premier objectif est de vous présenter les outils qui ont été développés dans le cadre d'un projet de recherche-développement. Donc il s'agit du projet Reforest qui s'est déroulé ces dernières années dans la région Centre-Val de Loire. Et un deuxième objectif est aussi, d'échanger sur les outils qui ont été créés et de et sur vos pratiques aussi de gestion de l'équilibre forêt-cervidés. Donc pour ceux d'entre vous qui sont, impliqués, dans cette gestion. Donc je vois que le nombre de participants augmente toujours, donc nous allons encore attendre quelques secondes. Donc alors je redis bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Hem, donc je vois que certains ont déjà commencé à taper du texte à côté. Donc je vais vous donner quelques règles avant de commencer par rapport à l'utilisation des onglets chat et questions. Donc je commence, sur ces consignes. La présentation d'aujourd'hui durera une vingtaine de minutes environ. Elle se déroulera sans interruption. Elle sera suivie de 20 minutes de questions-réponses et ensuite nous aurons 10 minutes d'échange libre. Alors, mmh, par rapport à l'interface web que nous utilisons, vous n'avez pas accès à vos micros ni à vos caméras. Mais par contre, pour communiquer, donc il y a plusieurs possibilités. Je vais tenter un partage d'écran pour vous montrer, voilà comment ça fonctionne.
Voilà. Donc, je vous demanderai, d'occulter la belle mise en abîme que nous avons sur la partie, gauche de l'écran et de regarder la partie qui est à droite ici. Donc vous avez tout d'abord un onglet de chat ici où, quelqu'un nous a dit bonjour, donc bonjour Nadège. Hem, Cet onglet est utilisé pour, si vous avez des questions ou des remarques sur l'organisation de la conférence. Ensuite, à côté, vous avez un onglet questions, ici, qui sera utilisé essentiellement en relation avec la présentation. Donc, l'idée est que vous posiez dans cet onglet les questions qui sont relatives à la présentation, que ce soit des questions de compréhension ou des questions sur le fond. Un petit outil intéressant est que vous pouvez voter pour une question qui vous intéresse et qui a été posée par quelqu'un d'autre. Donc, vous avez ici un petit carré avec un chiffre et une flèche. Voilà, si vous cliquez sur ce carré, vous allez voter pour cette question. Si vous recliquez une seconde fois, vous enlevez votre vote. Et ça peut nous permettre de mettre en avant des questions prioritaires par rapport à la séance de questions-réponses. Alors, sur scène, vous avez Adélie Chevalier, qui est technicienne à INRAE et qui assurera la synthèse de ces éléments. Alors, le cas échéant, elle peut vous inviter à monter sur scène si vos propos, votre question a besoin d'être précisée. On vous expliquera la marche à suivre tout à l'heure. Et dans ce cas-là, vous aurez accès à votre micro et à votre caméra. Voilà, donc je pense que pour tous les aspects techniques, j'ai fait le tour. Donc j'arrête mon partage d'écran. Voilà. Donc je vous propose de commencer, la conférence. Alors, pendant cette présentation, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat si vous avez des problèmes techniques, par exemple, et à poser vos questions dans l'onglet questions, à mesure, au fil de la présentation. Alors, cette présentation s'intitule Apprendre par la pratique la gestion adaptative. Elle est réalisée par Anders Schmarel, qui est sur scène aussi également. Alors, Anders est chercheur à INRAE depuis une dizaine d'années. Donc, après avoir fait ses études en Suède avec un doctorat en écologie forestière, il a travaillé pour un réseau européen de dispositifs de recherche à long terme et dans le cadre d'un projet de recherche sur l'incendie de forêt. Il a rejoint l'équipe à Nogent-sur-Vernisson en 2008 et depuis, il se consacre à la recherche sur la gestion des relations forêt-gibier et plus particulièrement sur les effets des ongulés sauvages sur la biodiversité et le renouvellement forestier. Donc, je lui laisse la parole. Oui, merci Agnès pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, j'ai déjà préparé ma présentation donc, qui est préenregistrée. Et la présentation va durer environ 20 minutes. Et ensuite, je serai disponible pour répondre à vos questions. Donc, c'est parti. Je vais essayer de lancer ma présentation. Ça risque de prendre juste un petit temps de lancement. Bonjour. Nous allons vous présenter lors d'une série de conférences en ligne composée de 4 jeudis consécutifs quelques résultats issus du projet Reforest. Nous les avons choisis pour illustrer comment nous pensons que nous pourrions améliorer la gestion adaptative de l'équilibre forestier en France. Tout d'abord, quelques mots au sujet du projet Reforest. Lors d'une série de conférences en ligne composée de 4 jeudis consécutifs quelques résultats issus du projet Reforest. Nous les avons choisis pour illustrer comment nous pensons que nous pourrions améliorer la gestion adaptative de l'équilibre forestier en France. Tout d'abord, quelques mots au sujet du projet Reforest. Reforest est un projet de recherche et de développement dont l'objectif est de produire des méthodologies et des outils pour améliorer la gestion de l'équilibre forestier en région Centre-Val de Loire. Le projet est piloté par INRAE. Le projet a mobilisé plusieurs structures intervenant sur la question de l'équilibre forestier. Un bureau d'études en informatique, Antia Group, la forêt publique et privée ainsi que la filière forêt-bois représentée par l'ONF, le CRPF-CMPF et FIBOIS. Les chasseurs via la Fédération régionale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs, ainsi que le monde scientifique par INRAE et l'OFP. La DRAF,
Les DDT des 6 départements de la région Centre-Val de Loire ainsi que le ministère de l'Agriculture ont également été associés au comité de pilotage du projet. Le projet a démarré en 2016 et se termine cette année. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires pour leur contribution et le conseil régional du Centre-Val de Loire qui a financé le projet. Certaines personnes d'entre vous se rappellent peut-être le colloque ICE qui a eu lieu à Chambord en 2015 et organisé par l'OFP, ou NCFS à l'époque, et les fédérations des chasseurs. Ce colloque avait comme objectif de présenter les indicateurs de changement écologique et sa mise en place dans le cadre d'une gestion adaptative de l'équilibre forestier-vide. Vous vous rappelez peut-être que nous sommes intervenus lors de ce colloque à 2 reprises avec un regard critique sur la gestion adaptative de l'équilibre forestier-vide et les indicateurs de changement écologique. À ce sujet, j'insiste sur le fait qu'en aucun cas nous ne voulons pas dévaloriser les indicateurs de changement écologique et de leur utilisation. Au contraire, nous pensons que les indicateurs de changement écologique sont un outil performant et une brique essentielle pour réussir la gestion adaptative de l'équilibre forestier-vide. Cependant, nous avons voulu témoigner de 2 lacunes majeures qui nous semblent importantes à améliorer et corriger. Dans le premier exposé par Philippe Allon et Agnès Rocancourt, nous avons mis l'accent sur le facteur humain comme facteur bloquant et point clé pour la réussite de la gestion adaptative de l'équilibre forestier-vide. Dans le deuxième exposé par moi-même et Jean-Pierre Amar, nous avons démontré le lien manquant entre les ICE et les impacts sur la forêt, ou les dégâts de gibier si vous préférez. Ces derniers sont un composant central dans la gestion de l'équilibre forestier-vide. Rappelez-vous, la pression sur le milieu, mesurée par exemple par l'indice de consommation, n'est pas un indicateur de l'impact du gibier. On en reviendra plus tard dans l'exposé. Nous sommes partis de ces 2 constats dans le cadre du projet Reforest pour essayer de voir comment on pourrait mettre à disposition des procédures et des outils pour vous aider à mieux réussir la gestion adaptative de l'équilibre forestier-vide. Les conférences en ligne qui vont suivre dans les semaines à venir aborderont ces 2 aspects. Tout d'abord, la conférence la semaine prochaine fera un focus sur le facteur humain et présentera des conseils sur la mise en place des procédures pour une meilleure concertation parmi les acteurs impliqués. Puis, la conférence la semaine suivante mettra l'accent sur les indicateurs sylvicoles et présentera la complémentarité des différents indicateurs ainsi que leur champ d'application et leurs limites. Enfin, la dernière conférence vous présentera le tableau de bord interactif du projet Reforest qui a comme objectif de servir comme outil d'aide à la décision et qui a été conçu pour vous assister dans l'amélioration des 2 points précédents. Pour introduire les 3 autres conférences, nous avons pensé qu'il sera utile dans ce premier exposé de faire un petit rappel de ce que c'est la gestion adaptative. Lors de cette présentation, je vais vous présenter la gestion adaptative d'un point de vue particulier et je n'ai pas le temps de vous expliquer la gestion adaptative en détail. Pour cette raison, je commencerai par vous donner des pistes dans vos recherches si vous voulez en savoir un peu plus. Ensuite, je focaliserai sur un point particulier de l'équilibre forestier-vide qui me semble important à mettre en œuvre dans la gestion adaptative et qui fait le lien avec les présentations qui vont suivre. Pour en savoir un peu plus sur la gestion adaptative, je vous conseille d'étudier la littérature qui est devenue relativement abondante à ce sujet, à la fois des bases théoriques ainsi que les exemples de mise en pratique. Le concept de la gestion adaptative a été formalisé pour la première fois dans les années 50 par Beverton et Holt, qui étudiaient la gestion des ressources de pêche. Le cadre conceptuel et théorique a ensuite été développé par Holling dans les années 70 et 80. L'exemple le plus connu de la mise en pratique de la gestion adaptative des populations de gibier concerne la chasse de canard en Amérique du Nord, qui a été débuté en 1995. Il s'agit maintenant d'un cas d'étude avec plus de 25 ans de recul. Le travail de Nichols et collègues ont permis d'avancer les connaissances sur l'influence de la gestion et de la chasse sur les populations de canards. En comparant 4 modèles différents, ils ont pu tester l'effet de différents modes de gestion et plus particulièrement l'effet de la chasse sur des paramètres démographiques. L'utilisation des modèles prédictifs ont permis d'améliorer les connaissances sur le rôle de la densité-dépendance
et si la chasse cause de la mortalité additive ou compensatoire. Concernant la mise en pratique de la gestion adaptative des sangliers sauvages, je m'appuie sur l'exemple scandinave et notamment la gestion des populations d'élands en Suède. En Suède, la gestion des populations d'élands est gérée dans des territoires de chasse qui regroupent plusieurs propriétaires, et la chasse est coordonnée sur des très grandes surfaces. Similaire à l'approche en France, les Suédois gèrent les populations d'élands à partir des indicateurs qui viennent des observations des chasseurs lors de la chasse, ainsi que des indicateurs qui sont pratiquement les mêmes que les indicateurs de changement écologique. Ce qui différencie l'approche suédoise de celle en France est le fait qu'ils ont systématisé l'observation des impacts sur les parcelles en régénération avec un protocole d'échantillonnage et de suivi. C'est sur ce dernier point que je vais insister dans ma présentation et sur lequel je pense que nous pourrions améliorer l'approche française de la gestion adaptative de l'équilibre forestier-avide. Je ne suis pas en mesure de pouvoir détailler dans cet exposé la gestion adaptative, mais pour la compréhension de mon exposé et les autres qui vont suivre, je vais commencer par vous rappeler les principes de base de la gestion adaptative. Tout d'abord, la gestion adaptative est un processus cyclique composé de différentes phases qui se déroulent généralement sur une base annuelle. En fonction des auteurs, ces stades peuvent varier entre 3 et 10 phases. Ici, nous identifions 3 phases principales. La phase 1 correspond à la phase de planification avec la conceptualisation de la problématique, la définition des objectifs et l'élaboration des scénarios et un plan d'action. La phase 2 comprend la phase de mise en œuvre qui inclut la mise en place du plan d'action et les suivis qui permettent d'observer les effets de la gestion sur les populations des cervidés et la forêt. La dernière et troisième phase constitue la phase d'apprentissage qui inclut les analyses des données et le retour d'expérience sur les actions de gestion. En fonction des leçons qui ont été tirées des effets de la gestion, on reboucle le cycle de la gestion adaptative pour potentiellement modifier soit la problématique, les objectifs, les scénarios ou le plan d'action. Dans ce processus itératif, il est important que la collaboration entre les différents acteurs fonctionne à merveille, et cela repose sur la confiance et la transparence entre les acteurs à tous les niveaux dans l'hiérarchie. Puis, pour pouvoir optimiser la prise de décision, nous vous conseillons de structurer la prise de décision, notamment en passant du temps pour bien formuler les objectifs et les rendre mesurables. Ensuite, il est important de bien identifier les différents moyens possibles pour atteindre les objectifs dans un processus sans censure. C'est la phase d'élaboration des scénarios. On peut aussi voir la gestion adaptative comme une approche dans laquelle la méthode scientifique est intégrée dans la procédure de gestion. J'en parlerai plus en détail dans la diapo suivante. Enfin, l'utilisation des modèles est un composant central dans la gestion adaptative qui permet de structurer le processus d'apprentissage. Ce processus d'auto-apprentissage est le moyen par lequel vous allez pouvoir améliorer la gestion au fur et à mesure dans un contexte de connaissances imparfaites et d'incertitude. Avant de continuer, un petit rappel sur ce que c'est la méthode scientifique. En tant que scientifique, nous commençons par définir la question de recherche. On l'identifie soit à partir des lacunes des connaissances actuelles ou à partir des observations inexplicables. Dans la gestion adaptative, c'est aussi la première chose qu'on fait en faisant un état des lieux des connaissances et en définissant la problématique. Ensuite, nous allons structurer les connaissances actuelles sous la forme d'hypothèses, qui permet de faire le lien entre le phénomène observé et la cause. Dans la gestion adaptative de l'équilibre forêt-cervidés, nous nous intéressons aux effets de la gestion sur les populations de cervidés et leur milieu. Quand nous avons posé les hypothèses, il est possible de faire des prédictions. Souvent, on utilise des modèles pour transcrire les hypothèses sous forme numérique et faire des prédictions quantitatives. Mais on peut aussi rester sur des modèles plus conceptuels et des prédictions qualitatives. La formulation des hypothèses et des prédictions se fait après avoir formulé la problématique en identifiant les objectifs et les scénarios. L'étape après consiste à construire l'expérimentation qui permet de tester les hypothèses. Dans la gestion adaptative, cette phase correspond à l'élaboration d'un plan de gestion et sa mise en œuvre. Puis, on observe ce qui se passe en mesurant les variables que nous avons identifiées dans les hypothèses.
À la fin de l'étude, on compare nos observations avec les valeurs prédites pour voir si les valeurs observées corroborent avec notre hypothèse de départ. Si ce n'est pas le cas, on continue le processus itératif en affinant nos hypothèses. Il faut savoir qu'en science, on ne peut pas vérifier si une hypothèse est vraie. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est de prouver que l'hypothèse est fausse. Si on n'arrive pas à falsifier l'hypothèse, on suppose que l'hypothèse est vraie. Mais on ne peut pas être sûr. Donc l'importance de tester des hypothèses ou des explications alternatives. Cette introduction vous paraît peut-être un peu longue, mais je pense qu'il est important pour illustrer comment la gestion et la méthode scientifique cohabitent dans la gestion adaptative. Par la suite, je vais parler de l'équilibre force-vide en prenant comme exemple le lien manquant entre les indicateurs de changement écologique et les impacts sur le peuplement en phase de renouvellement, qui aujourd'hui fait défaut à l'implémentation de la gestion adaptative de l'équilibre force-vide en France. Avant de poursuivre, j'aimerais juste préciser qu'en aucun cas, l'équilibre forestier-vide se résume à ce point de vue, mais englobe aussi d'autres dimensions que je ne vais pas pouvoir détailler ici, mais qui sera en partie abordée par mes collègues dans les prochains webinaires. Tout d'abord, il est nécessaire d'aborder un peu de terminologie en vous rappelant la différence entre une pression exercée par les cervidés sur la forêt et les impacts que cette pression peut engendrer. En effet, la pression en lui-même n'est pas un impact pour deux raisons principales. La première raison, c'est que les plantes ont la capacité de réagir sur l'abrutissement et la sensibilité à l'abrutissement varie selon les essences forestières. Vous avez certainement pu constater vous-même qu'un seul abrutissement sur un jeune arbre n'est pas suffisant pour causer la mort de la plante. Par contre, quand la pression est suffisamment importante, elle peut se traduire par une modification du système étudié, par exemple en termes de diversité ou de densité de jeunes arbres. Enfin, quant à l'impact, il dessine une altération significative du milieu par rapport à un objectif prédéfini par les gestionnaires, qu'il soit en lien avec la sylviculture, la conservation de la biodiversité, ou bien toute autre considération d'ordre économique, environnemental ou sociétal. Ceci peut être illustré par une régénération de chênes dont les caractéristiques ne respectent pas les exigences du référentiel sylvicole en raison d'une forte pression d'abrutissement. Dans ce cadre, il est à noter qu'un taux d'abrutissement de 30% dans une régénération naturelle de chênes de 30 000 plants à l'hectare n'est pas la même chose que le même taux d'abrutissement de 30% dans une plantation de 300 merisiers à l'hectare. En d'autres termes, le taux d'abrutissement et l'indice de consommation sont des exemples d'indicateurs de la pression exercée par les cervidés sur le milieu forestier. Un indicateur d'impact pourrait par exemple être la proportion de peuplement en phase de renouvellement dans la catégorie avenir compromis. Le but de la gestion adaptative de l'équilibre forestier-vide est de pouvoir décrire ce lien entre la pression et l'impact. Pour faire le lien entre la pression et l'impact, il est nécessaire de passer par une courbe de réponse que nous pourrions appeler la fonction d'impact ou la fonction de dommage. Sur l'abscisse, nous retrouvons la densité de la population animale que nous pourrions représenter par un indicateur parmi les indicateurs de changement écologique. Sur l'ordonnée, nous avons la probabilité de dégâts et d'impact. L'impact peut être mesuré soit à l'échelle de la parcelle, en observant la proportion de placettes avec un nombre de semis en dessous du référentiel sylvicole, ou à l'échelle du massif en observant la proportion de parcelles dont l'avenir est compromis à cause des effets des cervidés. Dans la gestion adaptative, ce lien entre pression et impact peut être traduit soit par un modèle qualitatif très simple. Par exemple, si la pression augmente, on s'attend que l'impact va augmenter. Au contraire, si la pression diminue, on s'attend que la diminution de la pression se traduit par une diminution des impacts. Beaucoup plus puissant, c'est d'essayer de décrire le lien entre la pression et l'impact par un modèle numérique. C'est sur ce point que les scientifiques entrent en jeu dans la gestion adaptative et peuvent vous aider. Dans le restant de mon exposé, nous allons rester sur ce même graphique. Il est ainsi important que vous le compreniez et que vous pouvez le projeter sur des exemples concrets, car ça reste une représentation schématique et théorique qui peut apparaître un peu abstraite. Alors, comment peut-on définir et atteindre l'équilibre forestier-vide dans cette représentation schématique? Tout d'abord, on commence par définir l'objectif sylvicole qui est défini par une faible probabilité d'impact sur le peuplement en phase de régénération.
Ensuite, on définit l'objectif synergétique qui se trouve dans une fourchette intermédiaire de densité d'animaux. Dans cette configuration, on peut constater qu'il n'y a pas d'équilibre possible. Soit c'est le sylviculteur qui est content avec une densité d'animaux très faible. Ensuite, il y a une fourchette dans laquelle ni le sylviculteur ni le chasseur sont contents. Enfin, dans une fourchette avec des densités un peu plus élevées, c'est le chasseur qui atteint ses objectifs. L'équilibre non atteint est ici représenté par le carré noir qui est le croisement entre les objectifs sylvicoles et synergétiques. Pour atteindre l'équilibre foncier vide dans cet exemple, il y a deux solutions possibles. La première solution se situe dans la phase de planification du cycle de la gestion adaptative. Il s'agit en effet que chacun des acteurs modifie ses objectifs pour que la courbe de réponse qui décrit le lien entre la pression et l'impact se trouve à l'intérieur de la zone de croisement entre les objectifs sylvicoles et synergétiques. Cette phase de la gestion adaptative n'est pas à négliger et demande beaucoup d'efforts par tous les acteurs. C'est un processus long et fastidieux avant d'arriver à un consensus, et ce processus se repose sur la confiance et la transparence entre les différents acteurs. Le rôle de médiateur neutre peut faciliter à ce stade pour aider à mieux structurer les échanges et l'ensemble du processus de concertation entre les acteurs. La deuxième solution est plus technique mais n'est pas forcément plus simple. Il s'agit en effet de modifier la courbe de réponse. La solution la plus simple, c'est de protéger les parcelles en régénération avec une clôture. Avec une clôture, la probabilité d'impact sur la régénération est pratiquement nulle, quelle que soit la densité de la population animale. Ici, la nouvelle courbe de réponse est représentée par le trait pointillé tout en bas du graphique. Beaucoup plus puissant, c'est d'essayer de décrire le lien entre la pression et l'impact par un modèle numérique. C'est sur ce point que les scientifiques entrent en jeu dans la gestion adaptative et peuvent vous aider. Dans le restant de mon exposé, nous allons rester sur ce même graphique. Il est ainsi important que vous le compreniez et que vous pouvez le projeter sur des exemples concrets, car ça reste une représentation schématique et théorique qui peut apparaître un peu abstraite. Alors, comment peut-on définir et atteindre l'équilibre foncier vide dans cette représentation schématique? Tout d'abord, on commence par définir l'objectif sylvicole qui est défini par une faible probabilité d'impact sur les peuplements en phase de régénération. Ensuite, on définit l'objectif synergétique qui se trouve dans une fourchette intermédiaire de densité d'animaux. Dans cette configuration, on peut constater qu'il n'y a pas d'équilibre possible. Soit c'est le sylviculteur qui est content avec une densité d'animaux très faible. Ensuite, il y a une fourchette dans laquelle ni le sylviculteur ni le chasseur sont contents. Enfin, dans une fourchette avec des densités un peu plus élevées, c'est le chasseur qui atteint ses objectifs. L'équilibre non atteint est ici représenté par le carré noir qui est le croisement entre les objectifs sylvicoles. Oui, on a effectivement noté que la présentation venait de boucler. Donc, Anders, peux-tu intervenir sur la présentation pour régler ce problème? Oui, je ne sais pas trop pourquoi ça... Pour atteindre l'équilibre foncier vide dans cet exemple, il y a deux solutions. Je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui manipule la présentation en même temps? C'est moi qui l'ai mis en pause, j'ai rien fait d'autre dessus. D'accord. Bon, et on a déjà testé ce matin là et donc il n'y avait pas de souci. Donc je ne sais pas si c'est une question de connexion ou pas. Voilà, mais je vais essayer de relancer la présentation. Sinon, peut-être envisager de la reprendre en live en la chargeant rapidement. Oui, mais je pense que il reste 4 minutes là, donc ça ne va pas durer très longtemps. Je le relance. La première solution se situe dans la phase de planification du cycle de la gestion adaptative. Il s'agit en effet que chacun des acteurs modifie ses objectifs pour que la courbe de réponse qui décrit le lien entre la pression et l'impact se trouve à l'intérieur de la zone de croisement entre les objectifs sylvicoles et synergétiques. Cette phase de la gestion adaptative n'est pas à négliger et demande beaucoup d'efforts par tous les acteurs. C'est un processus long et fastidieux avant d'arriver à un consensus, et ce processus se repose sur la confiance et la transparence entre les différents acteurs.
Le rôle de médiateur neutre peut faciliter à ce stade pour aider à mieux structurer les échanges et l'ensemble du processus de concertation entre les acteurs. La deuxième solution est plus technique mais n'est pas forcément plus simple. Il s'agit en effet de modifier la courbe de réponse. La solution la plus simple, c'est de protéger les parcelles en régénération avec une clôture. Avec une clôture, la probabilité d'impact sur la régénération est pratiquement nulle, quelle que soit la densité de la population animale. Ici, la nouvelle courbe de réponse est représentée par le trait pointillé tout en bas du graphique. Par contre, la mise en place des protections comme une clôture autour d'une parcelle est une solution coûteuse et économiquement non viable. C'est là que la gestion entre en jeu. En effet, l'objectif avec les actions de gestion est de modifier la courbe de réponse pour qu'elle se trouve à l'intérieur de la zone où les objectifs sylvicoles et synergétiques se croisent. Pour ce faire, on peut agir sur la population animale, par exemple en utilisant des moyens de dérangement de façon intelligente. Mieux coordonner les activités de chasse sur l'ensemble de l'unité de gestion ou adapter l'outil de plan de chasse à la gestion des populations de cervidés sur des plus grandes surfaces que la propriété. On peut aussi agir sur le milieu en augmentant les ressources pour les animaux, mieux coordonner la sylviculture sur l'ensemble de l'unité de gestion de la population animale, adapter le mode de sylviculture ou revoir les essences objectifs. Vous connaissez certainement mieux que moi les différentes actions de gestion possibles et la liste est longue. Ce qu'il faudra retenir, c'est de garder un esprit ouvert et de ne pas avoir peur de sortir de la zone de confort en expérimentant avec des méthodes de gestion innovantes. Avec l'aide des scientifiques, vous pouvez ensuite formuler les modèles mathématiques que vous permettront d'ajouter et de tester l'effet de la gestion sur la variable de réponse, représentée ici par le grand P, la probabilité de dégâts. Il s'agit ensuite de choisir l'option ou les options de gestion qui permettent de modifier la courbe de réponse vers la zone d'équilibre de manière le plus efficace parmi les scénarios testés. Pour conclure mon exposé, j'aimerais insister sur la méthodologie scientifique qui est intégrée dans la procédure de la gestion adaptative en mettant en avant le potentiel que constitue la région Centre-Val de Loire. Avec ses 371 unités de gestion synergétique de chevreuil, la région Centre-Val de Loire pourrait servir comme un laboratoire d'expérimentation grandeur nature. En coordonnant vos actions, vous pouvez expérimenter différentes actions de gestion sur les populations animales et le milieu dans différentes unités de gestion simultanément. Vous pouvez ainsi obtenir des résultats beaucoup plus rapidement que si vous testeriez toutes les actions une par une dans votre unité de gestion sans coordination avec les autres. Pour mieux implémenter la gestion adaptative, je vous encourage de prendre contact avec les chercheurs à votre proximité. Il s'agit aussi bien de notre équipe à INRAE que nos collègues à l'OFP, afin d'initier une collaboration pour vous aider à construire les hypothèses, les modèles ainsi que les expérimentations pour tester les effets de la gestion sur l'équilibre force-vide. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.